Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je m'appelle Vince et aujourd'hui je suis avec Hugo avec un H. Salut Hugo. Bonjour Vince. Ça va, la forme? Ouais, plus ou moins en télétravail, chez soi, confinement, chez soi. Ah oui, Voilà, tout est normal. Hein. Écoute, on est voilà, tous comme et ça chez nous. il faut bien s'adapter, on n'a pas le choix, on fait avec. Exact. Bon. Tiens, pour démarrer avec dynamisme, un snap change. Voilà. Oh là 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 là, c'est Il est très beau, très bien. hein? Ça c'est beau. En audio, on verra pas le snap change, mais en tout cas, il était parfait. Hugo, merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, sur ton histoire. C'est la partie qui Yes. m'intéresse le plus, c'est de l'autre côté de la barrière, un petit peu en savoir plus sur les gens, sur ce qu'ils sont, en dehors de les voir faire des super effets de magie en prestation. Je veux savoir qui est Hugo avec un H. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, je suis ingénieur le jour et magicien la nuit, comme j'aime bien dire. Je suis un petit peu le Batman des cartes à jouer, on va dire. Voilà. Ok. On a quoi d'autre à dire? Je fais plusieurs trucs à côté. À part ça, je fais de la comédie musicale, j'essaye de faire du stand-up, je joue beaucoup aux jeux de société et j'essaye d'avoir une vie amicale et relationnelle diverses et variées à côté de cela. Voilà. Ok, cool. Bon, on va commencer par le commencement. Je veux que tu me racontes un petit peu ton histoire, ton enfance et comment la magie ça a démarré pour toi. Eh ben, je suis né un 16 mars 1914, il était 17h15 à la clinique Saint-Luc-Teinturé de Toulouse. Est-ce qu'on va dans les détails ou pas? Pas trop, on Non, n'a qu'une heure. pas trop. On a que 50 minutes. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on pouvait faire 3 heures. Le principe, c'est que je suis né dans un coin reculé de Toulouse où je me suis beaucoup ennuyé parce que je suis fils unique. J'ai testé plein de trucs dans mon enfance, c'est-à-dire le dessin, le basket, être bon à l'école aussi, c'est un truc que j'ai testé et du coup j'ai gardé. Bon, je me dis ça c'est utile, donc j'ai gardé. Et beaucoup regardé de séries, beaucoup joué aux jeux vidéo. Voilà, donc ça c'est ma vie de classe moyenne dans un pavillonnaire, dans une maison où je m'ennuyais beaucoup. Et ceci étant, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me suivaient dans tous mes délires. Quand je voulais avoir un truc, je l'avais à peu près. Donc à un moment, j'ai dit, je veux une boîte de magie, plus ou moins. Plein de petits moments avec des petites boîtes de magie par-ci par-là. Mais à un moment, il y a eu un truc où j'ai dit, je veux ça, je l'ai eu. C'était un set de cartes biseautées avec quelques cartes gaffes, ce qui était assez rare à l'époque, genre un as de trèfle tout découpé au milieu. C'était assez stylé où tu faisais un tour où tu avais genre un faux pistolet où tu fais PAM et à la fin, l'as il se retrouvait avec un impact de balle au milieu. C'était pas mal. C'était Ok. à Virgin Megastore en 2008 ou 9. Ah ouais, Voilà. c'est il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas longtemps. Non, non, quand tu me dis, attends, une des questions de la fin pour teaser les gens, c'est qu'est-ce que tu donnais comme conseil à ton pote de 10 ans? Je faisais pas de magie il y a 10 ans, vu que j'ai commencé il y a Ah oui, 9 ans et 6 mois à peu près. ok. C'est à peu près ça. Ok, ok, cool. Voilà. Bon, enfance plutôt dans la norme, alors si on peut dire, hormis le fait que tu étais plus particulièrement bon à l'école, visiblement, parce que Ouais, pour c'est finir ça. ingénieur, faut quand même être assez bon, j'imagine. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, mon père est ingénieur, c'est un peu la voie royale quand tu es bon à l'école. Du coup, j'ai suivi ça. Ça m'a moyennement plu, plus ou moins. Voilà. Donc, petit à petit, je me suis dit, hey, si je partais de tout ce cursus qui me fait pas tant kiffer que ça. Du coup, j'ai voulu devenir architecte aussi. Ça me plaisait pas tant que ça. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, en fait, je serai magicien. C'est bien d'être magicien. Pourquoi pas? Et maintenant, Covid, je me dis, c'est bien d'être ingénieur. C'est bien d'être Tu ingénieur. m'étonnes. Comme quoi, avoir plusieurs backgrounds dans sa vie, c'est toujours très utile. C'est Woodkid qui dit ça aussi. Un petit truc qui est très bien dans une interview qui dit, c'est ayez plusieurs casquettes. Comme ça, si vous ennuyez dans l'un ou si ça marche pas dans l'un, vous aurez l'autre. Et Au oui. moins, comme ça, vous ne serez pas tout seul et perdu dans le néant de la vie. Voilà. Tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Et ton parcours professionnel concernant la magie, comment ça s'est fait, comment c'est venu, c'est quoi le déclic? Le petit truc qui est un peu marrant à raconter, c'est qu'on a souvent une rencontre avec une boîte de magie. Là j'ai dit la boîte de magie qui a un peu été le déclic, mais j'en ai eu plusieurs en fait. J'ai commencé par la fameuse boîte Mickey Fantasia 2000 que j'ai eue quand j'ai eu 3 4 ans, qui est toujours chez mes grands-parents et qui n'a pas beaucoup servi parce que j'avais trois Hmm, quatre ans. Du coup, je ne savais pas utiliser des accessoires de bien sûr. magie. Voilà. Donc, je l'ai toujours vu. Je sais qu'il y a des gens, genre Stéphane Gomez, qui l'utilisent dans leur numéro de magie en disant voilà, ma première boîte de magie, je vous la montre et je vous la montre. Elle est très bien. Et du coup, j'utiliserai sans doute.
à exactement la même destination un jour, juste pour présenter un tour de magie. Voici ma première boîte de magie, alors que c'est pas vrai. Ensuite, il y a eu la superbe collection de Sylvain Mirouf qui a beaucoup aidé. Je ne sais pas, tu te souviens, Les Secrets de la Magie. Oui, tout à C'était fait. une collection qui sortait toutes les semaines. Moi, j'étais du genre à acheter tous les numéros 1 et tous les numéros 2 qui sont sortis, de toutes les collections possibles, genre des petites statues de chiens comme ça, ou un bateau en construisant 100 exemplaires. J'avais toujours que les 2 premiers numéros, si ce n'est le troisième, parce que le troisième, il commençait à être plus cher, donc je ne l'avais pas. Exactement. Et voilà, maintenant que j'ai l'argent pour me payer ça, j'ai enfin des collections complètes que je peux m'acheter. Voilà, c'est la revanche sur la vie, évidemment. Et donc, il y avait cette collection Sylvain Mirouf où tu avais un set de cartes truquées au tout début, qui était le Tour des Princesses, le Princess Trick. Et je l'ai même présenté dans un concours Zoom qu'on a fait cet été pendant le Covid avec le club de magie de Toulouse, l'ARH. Donc, Ok. ils nous ont proposé de faire un numéro de 10 minutes et j'ai incorporé ce tour là-dedans. J'ai raconté ma vie en magie. Donc, ça peut être un lien intéressant à montrer. Je crois qu'il est peut-être dispo. Alors, je peux le mettre à disposition pour les internautes où, justement, je raconte ma vie en magie avec quelques petits mensonges de narration. Mais c'est quand même pas si loin que ça. Voilà. Ok. Donc, Cool. la collection Sylvain Mirouf, moi, j'ai acheté les 3 premiers numéros. Mon voisin, lui, a continué jusqu'au bout, mais il a arrêté de faire de la magie. Donc, X années plus tard, genre 2-3 ans plus tard, j'étais au lycée, première terminale, je lui ai repiqué toute sa collection, j'ai tout regardé et du coup, je m'y suis mis vraiment. Et la dernière touche à ça, qui est le moment où c'est le vrai déclencheur, je suis rentré dans une boutique de magie, voilà, à Toulouse, Magica Planet, je ne sais pas si tu Oui, connais, tout voilà, à fait. Magica Ouais. Planet, c'est connu. Il y avait une boutique rue de la Colombette, il y en a même eu 2 à un moment, genre à 400 mètres, alors qu'à Toulouse, il n'y avait pas d'autres boutiques de magie, il y en avait 2 à 400 mètres l'une de l'autre. Et maintenant, il n'y en a plus aucune des deux, évidemment, elles sont trop fait concurrence. Et c'est là où, le 10 mai 2010, je suis rentré acheter mon premier paquet de Bicycle. Voilà, Ok. les secondes. Parfait. Cool. Cool, cool. Et le déclic pour en faire ton métier parce que tu es, je sais pas, on dit quoi, semi-pro, pro, je sais pas quel terme est-ce que tu veux mettre dessus, mais de la magie, c'est aussi ton métier. Donc, Ouais. à quel moment, toi, tu t'es dit, je vais me lancer en tant que professionnel magicien? Alors, il y a plusieurs trucs à ça. Déjà, pour les gens qui regardent et qui ne sont pas forcément des magiciens pros, tu te considères pro au moment où tu as des clients. Je pense que tu peux Mm, être d'accord avec tout ça. à fait. Tu peux te considérer pro et vivre à plein temps lorsque tu en vis à plein temps. Voilà, Mm, c'est ça. Moi, je me considère comme pro parce que j'essaye d'avoir une démarche professionnelle avec une image extérieure, genre sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Insta, Google et tout, qui fait professionnel, où je mets beaucoup de moyens pour que ça rentre bien. Donc, je me considère comme professionnel, même si je ne suis pas à plein temps. Et j'ai failli être à plein temps s'il n'y avait pas eu Covid, en ouais. plus. Voilà. Donc, je commençais à être au niveau où je pouvais substanter de ça. Et au final, Covid est venu. Il fait bah non, en fait, tu vas attendre Mm, encore quelques années. Donc, je suis ouais. redevenu Ouais, ouais. ingénieur. Voilà. Mais le déclic qui s'est passé lors de mes premières prestats, je pense, avec le club de l'ARH, que je saluerai encore et toujours, qui sont géniaux. Voilà, grâce à Fred, Bruno, Laurent, qui sont toujours là, toujours parmi nous, et qui m'ont proposé il y a pile poil 5 ans et 11 mois, je suis très fort en date, de faire une presta pour Airbus. Et où, du coup, j'ai commencé à faire mes tours à des tables. C'était un peu laborieux. Mais quand j'ai vu Bruno Vitti performer, je ne sais pas si tu le connais, il est souvent sur Non, Facebook, a beaucoup commenté, mais je ne il connais est très pas. fort. Il a bossé avec Kamel et avec Sylvain. Je pense qu'il préfère dire qu'il a bossé avec Sylvain qu'avec Kamel. Mais voilà. Et du coup, je trouve ça très cool. Et puis, je me rends compte que je n'étais pas mauvais dans les magiciens toulousains et qu'il y avait de la place peut-être pour Odébiz, pour avoir d'autres magiciens pros ici. Je me suis dit pourquoi pas, mais avant, il faut que je sois meilleur et que je trouve que je sois un peu plus fort et que je m'entraîne encore mieux. Du coup, je suis allé à Paris pour suivre des stages d'ingénieur et j'en ai profité pour monter ma carrière de magicien. Voilà. D'accord. Ok, ok. Et bon, ta magie a quand même certaines particularités, c'est qu'en tout cas, tu as des créations personnelles, originales, et ça, c'est plutôt cool, et je voudrais que tu nous en parles. Voilà, donc on voit derrière, ceci est un Polaroid. Donc, j'ai eu plusieurs concepts dans ma tête. Une fois arrivé sur Paris, donc on rentre bien dans l'idée. Je me suis confronté au monde de la concurrence, qui est que c'était un marché hyper bouché, Paris, tu connais très bien.
Et on est une centaine, 200 peut-être à faire de la magie, quand tu comptes un peu les amateurs qui font ça sans avoir un site internet ni rien et tout. Et moi, je voulais être vraiment magicien. Pourquoi vouloir être vraiment magicien? Parce que je voulais pas vraiment être ingénieur. Voilà. Donc, quand tu as cette chose qui te pousse au cul, de dire, t'as pas envie de passer des journées comme ça toute ta vie, même si maintenant c'est un peu plus cool, je suis un peu plus apaisé avec ça, et j'avais très très envie de devenir magicien. Donc j'ai beaucoup travaillé pour avoir un réseau, commencer à rencontrer des gens, parce que je connaissais personne à Paris, si ce n'est une ou deux personnes, mais qui n'ont pas été les personnes avec qui ça s'est vraiment passé. Et puis voilà, il faut réussir à se différencier. Puis tu vois aussi qu'à Paris, tu as des gens très hauts. Moi, je me souviens, un de mes objectifs, j'ai vu les Twins, j'ai fait waouh, j'aimerais trop faire ça. C'est au moment où je suis arrivé à Paris, c'est au moment où ils commençaient tout juste à percer un petit peu avec leurs premiers effets. Je fais putain, ils sont trop jeunes et tout, c'est trop bien. Je vais les rencontrer, je vais essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'ils sont trop forts et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ça. Et bon, j'ai rapidement compris pourquoi ils étaient trop forts, parce qu'ils ont putain d'envie de réussir aussi, et parce qu'ils sont très malins, ils sont très très intelligents, et ils sont très très commerciaux. Donc ils ont tous les avantages, en plus d'avoir une image de marque très très définie pour réussir. Et bon, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'être avec eux. Et ma première partie à Paris, je l'ai fait avec eux justement. C'est moi qui les ai appelés, et donc j'étais très content. Et ensuite, voilà, j'ai rencontré le monde et je me suis fait mon petit trou à force de rencontres, de publicité sur Google, de mariage.net, de ThankYou, de Google Business. Petit à petit, voilà. Et 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on est là. Et maintenant, j'ai enfin une bonne réputation sur Internet. Voilà. Ok, cool. Donc, alors, tes concepts de magie, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a un avec Ouais. le Polaroid. Si tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails et nous présenter les autres également. Alors ouais, le Polaroid, c'est venu, donc toujours dans cette idée de réussir à se démarquer, parce que quand tu es au milieu de 100 personnes, il faut réussir à se démarquer. À la base, je voulais me démarquer avec le concept de magie de l'art et aller faire de la magie qu'à des trucs de luxe et à des gens un peu riches qui allaient être intéressés par une thématique de magie de l'art. Ça n'a pas très bien marché parce que je n'étais pas dans ces milieux sociaux-là. Je suis pas dans le 16e en fait, voilà, tout court. Et j'avais pas non plus la réputation de magicien pour me faire embaucher par des Guerlain, des Chanel, des trucs comme ça dès le début. Donc je me suis un peu fourvoyé là-dessus. Donc j'ai passé 2-3 ans sur cette idée-là de magie de l'art qui n'a pas très bien marché. Mais après, le cerveau a continué et je suis tombé sur magie Polaroid. Et pourquoi c'est bien magie Polaroid? Et bien d'ailleurs, tu vas me le dire, Vince, toi-même, pourquoi tu trouves que ça peut être intéressant magie Polaroid vu de l'extérieur? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça mélange quelque chose d'organique avec quelque chose de virtuel. Et c'est ce mélange entre les deux que j'aime bien. Donc ça, c'est une des parties. La deuxième, c'est que dans ton concept, tu passes un peu pour un photographe. Et j'aime bien cet aspect surprise, genre je suis un peu le photographe de la soirée. L'aspect Polaroid, ça parle à tout le monde. Les gens aiment beaucoup avoir leurs photos immédiatement sur place. Et que tu fasses des effets de magie avec, je trouve ça très fort. Mais normalement, le but n'est pas de donner mon point de vue, mais que tu nous expliques exactement ton concept. Mais oui, mais c'est bien que tu le dises parce que comme ça, c'est voir qu'est-ce que les gens ils ont retenu et qu'est-ce qui est bien. Donc tout ce que tu dis, c'est vrai et c'est à peu près les bonnes raisons pour lesquelles ça marche et pour lesquelles je suis content. Et il y a aussi une raison sous-jacente qui est une raison absolument, on va dire, un peu ridicule. Mais j'ai souvent eu peur de démarrer mes prestats et d'aller vers les gens en début. Et je me suis dit, mais attends, il faut vraiment que je trouve un truc qui fasse que les gens ils disent oui à tous les coups. Eh ben, est-ce que vous voulez être pris en photo? C'est gratuit, ça marche à tous les coups. Ouais, Voilà, donc je n'ai plus de problème pour rentrer dans la bulle des gens et pour démarrer mes prestats. cool. Parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui suis souvent dans ma tête avant les prestats. Et du coup, c'est dur de se mettre dans la bonne énergie et d'aller faire ce step-up de t'es tout seul dans ta tête à te préparer dans ta loge à être avec les gens et être dans l'ambiance et à démarrer. Et en fait, c'est en fait un peu mon sauveur, quoi. C'est un peu comme j'ai un meilleur ami qui fait Have you met Ted? C'est Have you met Polaroid? And do you want your Polaroid? I give it to you, quoi. Mm. Exactement. Et à partir de ça, comme tu dis, c'est organique et c'est un peu ce qu'on peut appeler un happening. Les gens ne s'attendent pas à voir un magicien. Ils disent oui parce que c'est un photographe qui est là, parce que ça fait partie de la chose organique d'un mariage ou d'un événement. Il y a souvent des photographes. Il faut souvent réfléchir à ça si tu veux commencer d'un truc qui est organique. C'est pour ça que les gens font des faux serveurs. Il y a des serveurs.
bien sûr. Pourquoi Adrien fait un bar magique? Parce qu'il y a des barman dans un événement. Tu prends ça, tu pourrais être présentateur ou DJ magique si tu voulais vraiment pousser le bouchon un peu trop loin. Tu pourrais. Mm. Tu as des faux invités. C'est pour ça que ça marche aussi tout ça. Et à partir de ça, tu crées ta couche initiale. Tu te dis quel serait ce que quelqu'un comme ça qui sera un peu différent des autres et qui veut provoquer un événement en plus ferait. Et là, tu commences à réfléchir en termes de magie et tu commences à coller tous les principes que tu as. Et je vais prendre ce que j'ai ici pour vous montrer. Au final, magie Polaroid, c'est très simple. Je ne dis pas trop ce que c'est en termes de détails parce que c'est un peu mon joujou, mon bébé. Mais voilà un peu ce qu'on peut avoir comme truc. On peut avoir des Polaroids qui ont des cartes à jouer. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait, mais en fait, c'est super cool de faire des tours avec ça. Tu fais un switch et tu t'amuses ensuite. Et après, tu colles tes effets avec ça. J'en ai un avec un dé. Donc voilà, je peux faire un dé là-dessus. Et puis, bien sûr, tu joues avec les photos. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai fait faire par ma graphiste, où en gros, c'était ce concept de ce tour-là. On fait choisir 3 personnalités qui sont dans plein d'époques différentes et ils se retrouvent ensemble sur la même photo Polaroid. Ok. Voilà. Et on joue avec le fait que moi, je les prends en photo, les gens. Donc, pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre en photo d'autres gens qui ne sont pas là et qui sont des célébrités? Et on joue avec ce concept-là, et à partir de ça, on accole tous les effets qu'on connaît du répertoire magique. Et ce qui est bien, c'est que, je vais dire un truc qu'il ne faut peut-être pas dire, mais ça s'empalme très bien, une carte. Voilà. Ouais. Un Polaroid, c'est légèrement plus petit qu'une carte à jouer, donc tu n'as pas trop de problèmes à cacher derrière non plus. Voilà. Et comme qui dirait Monsieur Snapchange, voilà, exactement. Donc ça marche très Joli. bien, ça. Donc, une fois qu'on a ça, eh ben, on a notre gamme qui peut démarrer. Et tout le reste n'est que peaufiner les approches, peaufiner les discours, peaufiner les lines et les vannes, et la manière dont on va aussi marketer ça et vendre ça sous plusieurs aspects différents à des clients, quoi. Voilà. Cool, très très bien. Et je sais que tu as aussi un autre concept. Donc là, on a parlé de la magie Polaroid, on a parlé de la magie de l'art aussi, mais tu Ouais, en as un autre aussi, hein. tout à fait. C'est Magie et Chocolat, qui est un de mes concepts les moins aimés. Malheureusement, j'en suis très Ah fier. bon? Mais ben oui, parce qu'il ne se vend pas beaucoup. Et ça, c'est très dommage. En gros, Qu'est-ce qui fait? Alors, quel est le concept et qu'est-ce qui fait que ça se vend pas? c'est une bonne question. Je ne sais pas trop pourquoi ça ne se vend pas assez bien, mais bon, voilà. Le concept de Magie et Chocolat, c'est après Magie Polaroid, donc après quelques effets de Magie Polaroid, je propose un petit jeu où je peux faire offrir un chocolat. Et c'est une sorte de bonto, voilà, c'est le tour de base, c'est ça. Et à la fin, le chocolat se matérialise dans leurs mains. Voilà. Et il est à l'image de l'événement, donc il peut être personnalisé, il peut y avoir le logo des mariés, il peut y avoir le logo de l'entreprise, et en plus, c'est que ça ne coûte pas spécialement plus cher que ça. Pourquoi ça ne marche pas autant? Eh bien, écoute, je ne sais pas trop. J'ai essayé plein de trucs différents pour le repackager ou le proposer d'une manière un peu organique aussi dans la vente. Mais voilà, peut-être que souvent j'avais des éléments trop en été où c'est pas adéquat, ou peut-être trop en hiver où c'est pas l'envie du chocolat qu'il a. Je sais pas trop. Donc tu vois, ça fait partie de tout. On est toujours en train de réfléchir Mm. pourquoi les choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas, et puis on s'adapte, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bon, en tout cas, tu as le mérite de poser des concepts. Et puis, bon, après, c'est pas étonnant que tout ne puisse pas marcher non plus Ouais. à la même valeur et qu'il y en ait forcément au moins un qui sorte du lot. C'est déjà bien qu'au moins le Polaroid sorte. Imagine, tu aurais pu faire plein de concepts et puis qu'il n'y en a aucun que les Ouais. clients veulent, hein. Ah, mais carrément. Et puis en fait, je considère que c'est ça qui fait que je suis un professionnel qui peut tourner un petit peu à Paris, parce que c'est ça qui fait ma différence et qui fait que ça marche. Mm. Et j'ai aussi une chance, c'est que les gens n'ont pas trop envie de voler le concept, en quelque sorte, on peut dire, parce qu'en fait, les Polaroids, c'est payant. Et ça, c'est une grande différence avec la magie iPad. Une fois que Simon Pierrot il a fait de l'iPad, tout le monde a fait de l'iPad dans l'année qui suivait. Parce qu'en fait, tu as acheté ton iPad et après, le reste, c'est quasiment gratuit si tu as un peu de compétences en graphisme. Alors qu'un Polaroid, si tu veux commencer à t'entraîner, si tu veux commencer à le faire, tu as un investissement constant dans les recharges de Polaroid, et en plus, tu dois tout le temps l'avoir sur toi en prestation. Mm. Donc, ça rebute un peu, je pense, les gens qui auraient pu faire ça. Ou alors, les gens sont très, très gentils et ont beaucoup de respect pour les créateurs qui ne votent pas leurs affaires. Peut-être que c'est ça C'est aussi. aussi possible qu'il y ait une partie des gens qui pensent comme ça, hein. C'est aussi. Ouais, mais genre, tous les gens au début m'ont dit, mais garde-le pour toi, n'en dis pas à personne. C'est pour ça que je ne dis pas beaucoup, je ne dis pas trop ce que c'est, parce que en fait, ce serait dommage de trop en dire. Si j'en dis des trucs, ce sera via une conférence ou un Ouais. Murphy's at the Table ou des trucs comme ça. Mais
pour l'instant, ouais, les gens se disent, bon, il le fait, il est dessus, il est connu pour ça, donc je ne vais pas y aller dessus. Et puis, il y a des gens qui créent des projets avec des Polaroids, mais d'une manière totalement diverse. Tu as des gars en Corée du Sud, ou même ça fait longtemps que ça existe, des tours avec des Polaroids, j'ai rien inventé. Mais c'est le faire en événementiel et marketer comme ça, qui est ma marque de fabrique là-dessus. Voilà, mon chemin. Ok. Voilà. Et dans tes futurs projets, il y a des trucs déjà dont tu peux nous parler? Est-ce que tu as des créations en vue? Est-ce que tu as un spectacle en vue, un livre, des produits à vendre, des trucs que tu as envie de... Ben, en ce moment, c'est un peu le calme plat sur plein de trucs parce que Covid, mais j'ai pas mal de créas que j'ai fait avec une graphiste qui peuvent être vendables. Donc, je vais peut-être faire des essais de vendre des petits tours comme ça. J'ai un bonneto sur le thème de la piraterie qui est très, très bien, que j'ai montré à quelques personnes dans des petits événements qu'on a pu avoir cette année, parce qu'il y a quand même eu quelques événements cette année, magie, qui plaisent un peu. Là, je suis en train de bosser sur tout ce qui est imprimante 3D aussi pour avoir des manières d'arranger tes tours d'une manière encore plus efficace que s'ils étaient tout seuls dans leur poche, genre avec l'impression 3D, avoir des holders, comme on dit, d'objets pour que tu sois encore plus rapide pour les récupérer. Donc moi, j'essaie de réfléchir à l'efficacité en termes d'événementiel et de pas trop avoir à réfléchir est-ce que ta pièce elle est tout au fond de ta poche, derrière ton briquet, derrière ta petite voiture en plastique, ou est-ce que tu peux l'avoir du premier coup en allant en haut de ta poche et l'avoir comme ça. Donc ça, j'aime bien réfléchir à ça. Et sinon, le vrai gros projet, c'est que j'ai envie d'écrire un spectacle. Oui, mais je galère. Voilà. Je galère un petit peu. Donc, j'ai contacté quelques personnes pour collaborer avec. Et je prends beaucoup de notes. Je me renseigne un peu parce que c'est un spectacle qui se rapproche de la philosophie de Schopenhauer en soi. Donc, je lis un peu ce que fait Schopenhauer pour voir comment je peux traduire ça via un spectacle de magie. Pour l'art d'avoir raison? Même pas, c'est même pas celui-là. C'est même pas celui-là parce que ça pourrait, mais non, en fait, c'est un truc sur le désir et l'ennui, on va dire. Voilà, l'envie de faire un spectacle et à quoi ça sert de faire un spectacle. C'est à peu près très méta, mais c'est ça. Ok. Ouais. Donc c'est ça les futurs projets, puis peut-être des petites créations alors, c'est ça? Enfin, Ouais, c'est ça. Pour le Voilà. mot Et petite, c'est pas forcément petite. si un jour un éditeur a envie de s'intéresser à Magie Polaroid et a envie de faire ça, mais ça met 3 ans ou 4 ans à venir, un truc comme ça, j'aurai encore d'autres effets à créer. Mais ça peut être la porte ouverte si les gens écoutent. Et donc, du coup, pour ta magie Polaroid, tu parlais de Murphy's, de choses comme ça. Toi, tu as envie de monter une conférence justement pour pouvoir le partager avec les gens qui seraient intéressés pour apprendre tes effets Polaroid? Alors, si je fais ça, c'est surtout pour apprendre aux gens à être créatifs dans le milieu de l'événementiel et d'appliquer un peu ce que j'appelle des principes de comment légèrement être différent de tout le monde, mais d'une manière hyper facile. Le point numéro 1, c'est créer tes cartes personnalisées, en fait. Et à partir de ça, tu vas voir Pascal Reguin, qui est un mec qui les fait très bien et très facilement, et tu crées tes effets à partir d'effets classiques, mais les gens n'auront jamais vu cet emballage-là. Donc, en fait, tu seras innovant par rapport à tout. Parce que voilà, c'est aussi simple que ça. Après, tu as plein de choses différentes. Moi, grâce à mes imprimantes Polaroid, je peux faire les photos que je veux. Les gens, ils n'ont jamais vu des photos comme ça. Du coup, je suis innovant dans la manière de faire ça. Et souvent, tout est dans l'emballage en magie parce qu'on ne réinvente pas la poudre tous les 2 jours en magie. Mais voilà, à partir de ça, c'est vrai que juste sur la créativité, peut-être que je commence à avoir des trucs à dire, oui. Donc ça m'intéresserait. Et voilà, sous la forme de mini-conférences. Et le fait de parler de magie Polaroid pure et dure, pour l'instant, je le partage qu'à quelques personnes de mon entourage qui m'accompagnent en Presta. Mais sinon, c'est vrai que ça n'intéresse pas trop le magicien de base parce que y a de l'investissement. Il y a un Polaroid à acheter, il y a peut-être une sacoche à faire en particulier. Il y a peut-être une imprimante Polaroid à avoir aussi pour créer des Polaroids qui ressemblent à des cartes à jouer, par exemple. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'investissement qui fait que je ne suis pas sûr que ce soit vendable de suite. Mais voilà, j'ai eu quelques contacts avec d'autres magiciens qui, eux, produisent des choses et peut-être que ça mènera à quelque chose. Mais pour l'instant, je m'en sers pour moi-même. C'est très bien. Ça fait déjà 3 ans que ça existe. Ça m'a beaucoup permis d'avancer. Et voilà, peut-être que d'ici 3-4 ans, ça sera assez mature pour être mis sur le marché. Qui sait? Ok. Je passe le message. Cool. On arrive à la partie des anecdotes, qui est une partie tout à fait croustillante pour moi. Dans ces anecdotes, j'aimerais bien qu'on commence un petit peu par
bah, ce qu'on appelle les échecs, même si il y a toujours quelque chose à en tirer des échecs, mais peut-être un truc qui t'est arrivé sur une presta ou autrement dans lequel tu t'es dit bah, les choses se remettent vraiment en question. Bah, à part là, le Covid, parce que le coup, tu nous parlais tout à l'heure de se Hmm. dire oui, c'est vrai que tu t'es posé la question, ingénieur ou magicien, et qu'avec les événements, tu es bien content d'avoir ton bagage d'ingénieur, mais Ouais. est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui te sont arrivés où tu t'es dit là, je doute de tout? Il y en a plus ou moins beaucoup. Je sais pas dans quel point on peut aller. En fait, moi, j'aime pas les anecdotes d'échecs trop parce qu'en fait, j'en ai rarement. En fait, je fais en sorte que j'ai pas trop d'échecs parce que sinon, je fais pas les choses. Si je sens que ça peut être un échec, je les fais pas. Donc, c'est un peu ma philosophie qui est très prudente, mais je mets souvent suffisamment de bagages en amont pour que quand je me décide à faire quelque chose, ça marche. Donc, j'ai peu d'anecdotes d'échecs. J'ai une anecdote d'échec quand même, mais qui finit bien, que j'adore raconter. J'ai fait le tour Tagged, je ne sais pas si tu connais, de Richard Sanders avec le petit collier, où tu Mhm. passes un jeu de cartes et l'abîme, ça se retrouve sur le collier. Oui. J'ai fait ça, j'en étais à ma 3e année de magie, j'étais en école d'ingénieur. C'était une prestation pour les Restos du Cœur, en fait. Et je fais ça, c'était mon effet final. J'avais pas trop d'effets qui marchaient pour une centaine de personnes, mais j'ai fait ça. Et j'étais pas sur scène, j'étais au milieu d'un groupe qui s'était formé un peu aléatoirement, quand même d'une cinquantaine de personnes, c'était bien. Et à la fin du tour, il y a quelqu'un qui vient me voir directement après, qui vient me voir et qui me serre la main très fort et qui met le pied sur un truc et qui vient me voir à l'oreille et qui dit il y a ta carte qui est tombée, mais j'ai mis le pied dessus. Et en fait, c'était le gimmick de Tagged que j'avais laissé tomber pour ceux qui connaissent parce que je n'avais pas fermé ma chemise sous mon pantalon. Et le mec, il est venu direct, personne d'autre n'a vu ça, et il n'y a que moi et lui qui savons ça. Peut-être qu'il a oublié, mais genre le mec m'a sauvé d'un flash énorme en fait. C'est Voilà. cool. Donc j'aime beaucoup cette histoire. À une époque, il y avait le groupe Facebook VDM, Vie de magicien, qui Mm. était par Mathieu Stepson, j'en avais publié quelques autres, mais en anecdote un peu cool. J'aime bien le côté cool en fait, c'est que l'année dernière, j'ai fait une presta dans les conditions que j'adore. On était 10 magiciens, on était au Vélodrome de Roubaix, il y avait Mathieu Stepson, il y avait Romaric, il y avait Stéphane Leichen. C'est Stéphane Leichen qui m'avait contacté grâce à Roland Barthélémy. Et en fait, se rendre compte que tu es au milieu de gens que tu admires pour bosser en presta d'égal à égal, parce qu'il y a 10 tables et que tu dois faire les 10 tables avec tout le monde, et ben tu te dis, bon, ben, en fait, j'ai bien fait d'arriver jusqu'à là, quoi, je suis content. Et du coup, j'étais genre tout heureux. J'ai rencontré plein de magiciens très cool, dont Margot Drécourt, que j'aime beaucoup et que je lui fais un bisou ici. Voilà, Cool, c'est bien, tu passes tes voilà. dédicaces. Exactement, à tout le monde, à tout le monde. Voilà. Et tiens, je sais pas si c'est l'opportunité d'en parler maintenant, mais dans les projets, on avait quand même lancé un truc cette année, c'était la Close-Up Room. Oui. On en a tant plus entendu parler parce que, ben, Covid, Mm. encore. Mais Oui. avec les copains Alexandre Bouguillon, Thomas Barthès et Stéphane Gomez, on a lancé une scène ouverte de magie dans une cave d'un bar parisien. Et le principe, c'était de faire un show de close-up d'1 heure et demie jusqu'à beaucoup plus tard pour ceux qui veulent rester et ceux qui font prolonger l'expérience, qui était l'idée d'avoir comme une scène ouverte de stand-up avec plein d'humoristes qui viennent, mais là, pour le coup, c'est des magiciens. Il y avait un stand-upper au milieu pour faire une petite coupure, Mhm. et avec un présentateur final, enfin un présentateur pour lier tout ça, et un magicien final. En anglais, c'est le concept de headliner. C'est la personne qui va te donner envie de venir, alors que tu sais que tu as plein de gens avant, mais lui, il va faire un peu plus longtemps que les autres. Et pour la première, on a eu Boris Wilde qui est venu, qui nous a fait un magnifique extrait de son spectacle Crescendo et qui a tout tué. Et quand tu vois Boris performer, tu es là en mode bon, d'accord, ok, il y a encore du travail, mais très bien. À la deuxième, on a eu Taha Mansour aussi qui est mentaliste et que tu connais peut-être parce que c'est un de tes confrères très proches dans la région parisienne, tout ça. Euh, et on a fait que 2 éditions, voilà, parce que la deuxième édition était le 11 mars et Mm. que le 17 mars, on était dans le premier confinement. Eh Voilà. oui. Bah, après, il n'y a Donc, pas de raison que ça reprendra, j'imagine. C'est dans les tuyaux. oui, voilà, sauf que quand tu peux pas faire de magie de proximité, que tu peux pas faire de Oui. retour, que tu peux pas avoir les gens qui se rapprochent ou qui viennent dans un bar à plus de X personnes, tu dois mettre des précautions pour que machin touche pas ci, touche pas ça. Bon, ben moi je fais mes événements où je peux être dehors et où je peux être juste avec un masque où ça va, mais je vais pas m'amuser à créer des spectacles où c'est vraiment la galère. On avait un peu plein d'autres trucs à réfléchir que ça, mais dès que
la situation reviendra à la normale et qu'on reviendra à la vie d'avant, c'est ça? On va Mm. revenir. Ouais, si ça arrive. Après, tu peux aussi avoir dans l'idée de le digitaliser et que ça soit un peu chacun chez soi. Même si c'est très différent, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais c'est une solution envisageable. Ouais. Mais bon, il y a plein de gens qui font ça, tu vois. Quand tu vois qu'il y a des gars en Amérique qui font des spectacles comme ça sur Zoom avec Shin Lim, Boris Wilde aussi et d'autres trucs, que c'est gratuit. Bon, pourquoi nous-mêmes on ferait ça? C'est le plaisir peut-être de présenter aux gens, mais moi je mets pas assez d'efforts pour faire de la magie via Zoom. Je me dis, bon, je prends mon temps, je lis des livres et je prends ces 2-3 ans pour autre chose et je reviendrai avec un répertoire événementiel pur et dur, mais pas digital, pas digitalisé pour un sou. C'est pas très grave. Plein de gens ont besoin de ces prestats, moi j'en ai pas trop besoin, donc je ne m'y attelle pas. Ok, ça marche. Donc, on arrive à la partie. Quel conseil tu donnerais à ton toi du passé d'il y a 9 ans et 6 mois? Ah, il y a 9 ans et 6 mois, j'ai réfléchi à ça. Là, c'est la seule question pour laquelle j'ai une réponse. Je ne parlerai pas en termes de magicien, je parlerai en termes de, en général, pourquoi ça marche en magicien. Je dirais, ça reste encore valable aujourd'hui, je dirais, ne te compare pas trop aux autres. C'est un truc que j'ai écouté dans plein de podcasts que j'ai écoutés pendant le confinement, sur la confiance en soi, sur l'entrepreneuriat, tout ça. C'est compare-toi qu'à toi-même, parce qu'en fait, les autres, ils ont un background différent, ils ont des compétences différentes, ils ont d'autres trucs. Tu peux juste te comparer d'année après année, de 5 ans en 5 ans, de 10 ans en 10 ans, et il n'y a que là que tu peux vraiment voir ce que tu en es. Et des fois, tu as très envie de te comparer aux autres, parce que comme je disais au Bien début, sûr. je me suis comparé aux French Twins, et je fais, bon, bah, je ne suis pas eux, et je ne suis pas à la télé alors que j'ai 18 ans, euh, mais peut-être qu'un jour je le serai, et quand je le ferai, ce sera quand je me le sentirai, ou quand j'aurai le niveau pour l'être, et puis les choses viennent quand tu mets l'énergie pour qu'elles viennent, ou quand le temps est bon pour qu'elles viennent, à peu près. Mm. Voilà. Tout à fait. Bah, écoute, je suis assez d'accord avec ça. C'est meilleur pour le moral de se comparer à soi-même et de tenter d'évoluer et de devenir une personne meilleure plutôt que de se comparer aux autres. Surtout qu'effectivement, bah, il y en a qui sont extrêmement talentueux dans certaines choses et qui peuvent l'être aussi moins talentueux dans d'autres domaines que toi, tu peux avoir, mais ça, bah, Et ton ouais. cerveau ne le voit pas. Et oui, même Darren Brown, on ne sait pas s'il est heureux en couple, ou on ne sait pas s'il est bon en cuisine, en fait. On ne sait pas ça. On Vraiment, ne on ne sait sait pas. pas. Alors, moi, je Voilà. sais que c'est une quiche, il ne sait pas faire les omelettes. Ça, mais je le sais. Ah, t'as déjà mangé chez lui, c'est pour ça. Je lui enverrai un Non, non, mais message. je dis des conneries, bien évidemment. Ok, cool. Hugo, où est-ce qu'on peut te suivre? Quel réseau tu utilises principalement, toi, si Moi, je on suis voit un beaucoup peu ce que sur, tu fais? Instagram. Enfin, beaucoup, c'est même très peu dire, parce que je ne poste quasiment jamais, je ne fais pas de story. Mais je suis sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Voilà. Instagram, c'est pour commencer à mettre mes jolies photos et pour que les wedding planners commencent à me remarquer. Mhm. LinkedIn, c'est pour que les agences événementielles soient dans mon réseau et que je puisse envoyer des messages en direct aux agences événementielles. Et Facebook, c'est pour tout le grand public en direct, pour que je mette mes petits passages en scène ouverte quand j'ai envie de les partager, ou quand j'ai envie de faire des lives sur les groupes de magie en privé, parce que c'était un truc que j'ai beaucoup aimé à faire pendant le confinement, des, Ouais, des c'était lives. très cool. Ouais, c'est ça, c'est rigolo de parler devant une caméra, j'aime bien. C'était très cool, j'en ai regardé un ou deux, je trouvais ça très très sympa. Et en plus, moi j'aime, là j'en profite pour le dire, mais j'aime bien ces initiatives des groupes de magie privés où les Ouais. gens viennent partager des trucs. C'est très cool. Il y avait Maxence qui avait fait quelques lives aussi. Mhm. Toi, tu en avais fait. Qui est-ce qu'on avait? Alexandre Bouglione aussi qui fait pas mal de choses aussi, hein, qui s'investit pas mal pour la communauté. Et ça, c'est très très chouette. Moi, à mon grand regret, je trouve que sur les podcasts, on n'est pas nombreux, alors que je trouve que c'est un format assez facile à produire. C'est vrai. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il y en ait plus. Il y avait un podcast de Slate il y a quelques temps qui Mais, était super qualitatif. mais qu'il Et a puis, continué, c'est une saison 2, faut demander à Guillaume. C'était vraiment génial, ouais. Slate Magicos. L'épisode 3 a fait parler de lui, parce ouais. que l'épisode 3 a donné un article dans Elle où il parle des filles en magie. Ah oui, tout à fait, oui, tout à Et fait. ouais, et c'est Marine Métral qui l'a partagé. Et bon, c'est un article où ils font encore le cliché Oui. que le quick change, c'est bien quand t'es une fille. Mais Mhm. bon, voilà, ça avance quand même. Ouais, Un petit tout à peu. fait. Donc effectivement, sur les plateformes de podcast, il n'y a pas grand monde et Ouais. à mon grand regret, parce que je trouve que c'est un format facile à produire et facile à consommer aussi. D'ailleurs, peut-être que j'adresse un message aux futurs auditeurs, mais je voulais monter un podcast qui Mhm. s'appelle Magicien Mariage Paris 75, qui me permettrait d'être juste bien référencé en faisant un podcast. Voilà. Pas mal. C'était Intéressant. ma bonne idée. Donc, si vous l'avez avant moi,
je ferai magicien mariage Toulouse 31. Voilà. Ok, ça marche. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Hugo, en tout cas, merci pour ton temps, pour ta présence et un petit peu tout ce que tu as pu Merci à toi. partager avec nous aujourd'hui. Si vous appréciez le podcast, eh ben, sachez qu'il est disponible sur YouTube en version vidéo et ça, ce sont les évolutions de cette année. Donc, venez vous abonner à la chaîne YouTube Podcast des Illusions. Il est également disponible sur Spotify en audio, sur iTunes, dans lequel je vous invite à venir mettre une chaleureuse recommandation et note de 5 étoiles pour nous faire remonter dans les classements. Il est disponible aussi sur SoundCloud, ce qui me permet de le rebasculer un petit peu partout sur toutes les plateformes Android d'ailleurs. Et si vous le souhaitez et que vous avez envie de sponsoriser cette émission parce qu'elle vous plaît et que vous avez envie de participer, il y a un Tipeee qui est disponible et vous pouvez donner le prix d'un café ou $1 million si vous en avez les moyens. Hugo, merci encore. Passe une excellente soirée et puis on se revoit très bientôt puisque je sais qu'on fera d'autres épisodes ensemble avec grand plaisir sur des Avec plaisir aussi. sujets bien précis et il y a plein de choses à raconter. Merci à tous de nous avoir regardés, merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut. Ciao. À plus.